après cette session sur l'interculturel, on va passer à un autre temps qui est destiné à finalement sortir du cadre uniquement corporate et aller finalement, encore une fois, faire ce lien avec le sport. On a parlé de curiosité, on a parlé de transformation, mais il faut aussi beaucoup de discipline pour arriver à se maintenir dans un monde qui change. Il faut aussi une gestion de l'effort, savoir quand mettre toutes les forces sur le terrain et savoir aussi quand c'est important de ralentir. Il faut aussi avoir un mindset tourné vers le collectif. On a du mal à gagner seul. Les échecs sont souvent, même très souvent, collectifs et les victoires aussi. Et il faut donc avoir la capacité de rebondir et surtout de rester en mouvement. Alors cette conversation va proposer de considérer le sport comme une école finalement du future of work. Effectivement, on va avoir deux professionnels qui vont nous faire ce face-à-face et qui vont aller nous faire comprendre à quel point le sport peut nous inspirer et inversement. Donc vous l'aurez compris, il ne s'agit pas simplement de se maintenir en forme physique, mais surtout en forme mentale. J'ai le plaisir d'accueillir un explorateur, créateur de l'une des courses les plus emblématiques au monde, construite autour du dépassement de soi, de la résilience et de l'endurance humaine. Merci, sous vos applaudissements, d'accueillir Patrick Bauer, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre pour ce face-à-face. Je vous invite à vous installer et vous allez être tout de suite rejoint par celui qui va faire ce face-à-face avec vous. C'est Taoufik Sammam. Il est acteur engagé à la croisée du sport, du leadership et des dynamiques de partenariat et d'impact collectif. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, j'en profite pour signaler qu'à 16h pile poil, on va avoir l'arrivée du ministre pour son interview, sa grande interview. Donc, on a envie d'entendre ce que vous avez à dire. Je vous laisse le podium, messieurs. Merci. Alors, je présente Hamid Faridi. Bienvenue, merci Hamid de nous rejoindre. Il est consultant, auteur, réalisateur et il explore les transformations culturelles, humaines et sociétales qui redéfinissent les organisations. Bienvenue Hamid et bonne conversation. Bonjour, je suis très heureux d'être là aujourd'hui, très heureux de ne pas avoir été présenté en amont, donc ça me permet de commencer comme je l'entends. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de discuter avant vous avec ces deux personnalités et ça m'a fait énormément plaisir d'écouter ce qu'ils avaient à dire. L'un parce qu'il m'a fait rêver pendant des années et l'autre parce qu'il m'étonne beaucoup. Il m'étonne, il me fait un peu peur. Et je vous comprendrai très vite pourquoi. Et aujourd'hui, Patrick et Taoufik, ce sont deux facettes d'une même médaille. Celle où on doit arrêter de considérer le sport comme quelque chose d'à côté, quelque chose qu'on fait quand on a le temps, quelque chose qu'on fait pour se maintenir en forme. Le sport est une école pour l'entreprise et non l'inverse. Le sport apprend à l'entrepreneur, au gestionnaire des ressources humaines, aux gestionnaires de ressources tout court, à doser l'effort à réussir. Voilà pourquoi je vais d'abord donner la parole à celui qui a fait rêver une génération de gens comme moi qui ont maintenant les cheveux gris, quand ils en ont encore. Patrick Bauer est le créateur du Marathon des Sables. Et tout à l'heure, je lui ai posé la question, je lui ai dit, vous savez, quelle mouche vous a piqué? Quelle folie vous a pris un jour de dire, je vais traverser 350 km à pied avec 35 kilos sur le dos, 35 kilos sur le dos, avec de la chaleur, le manque de moyens, le manque de ressources, en autonomie totale. Et il m'a répondu. Et s'il vous donne la moitié de ce qu'il m'a dit tout à l'heure, je pense que nous rentrerons tous ensemble aujourd'hui très heureux. Patrick Bauer, bienvenue. Première question. Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, on demande aux gens de faire des efforts d'intégration, des efforts d'adaptation. Est-ce que vous, avec votre expérience du Marathon des Sables, qui a été, je pense, une belle expérience pour nous tous, est-ce que vous pensez qu'il faut toujours s'adapter au monde ou faire adapter le monde à soi?
C'est compliqué parce que dans les deux sens, ça marche, je trouve. Parce que quand on a la chance de faire quelque chose qu'on aime, que la vie nous a donné cette opportunité, malgré les difficultés, on en a parlé, c'est très compliqué. Il faut avoir beaucoup de résilience, de courage. Il faut avoir la chance d'avoir une équipe autour de vous qui vous aime, qui vous porte, qui vous donne beaucoup d'amour, qui croit en vous. Et à l'occasion de ce Marathon des Sables, dont j'ai organisé 37 éditions, j'ai créé l'association Solidarité Marathon des Sables à l'époque, qui a changé de nom, qui s'appelle dorénavant Solidarité Enfants des Sables. Parce que ça fait 2 ans que j'ai quitté mon entreprise. Et ma petite fondation, elle continue avec un autre nom. Le marathon l'a financé à 70%. Aujourd'hui, le nouvel organisateur n'a pas suivi du tout. On n'a même pas gardé l'acronyme SMDS. Donc, mais ce n'est pas grave. On reprend notre bâton de pèlerin. On cherche des nouveaux donateurs. Il n'y a pas de bonheur sans partage. Je crois que ça nous a appris ça, le désert, l'humilité, le regard. Toutes ces familles berbères que j'ai pu connaître, mais des amis, mais incroyables. Il y a des situations qui me sont arrivées, mais on se dit, mais c'est pas possible que des gens qui ne vous connaissent pas vous fassent confiance à ce point-là, vous donnent tout leur cœur, tout leur soutien, parce qu'il y a eu des moments difficiles, on en a parlé. Et je crois que laisser une belle empreinte, c'était mon souhait. Ça fait 15 ans qu'on a créé cette association. On a fait le 15e anniversaire en avril l'année dernière, donc ça fait 16 ans maintenant. On a intégré une coopérative de femmes. En fait, on a construit une maison en pisé, construction traditionnelle de la région. On accueille à peu près 200 enfants. Ils sont formés à l'athlétisme, surtout l'athlétisme, sur hauteur, sur longueur, javelot, mais même s'il y a une piste d'athlétisme, il y a un mini-stade de foot, parce que c'est comme la culture ici, le football. Et puis on a 11 mamans qui est une coopérative de femmes artisanales qu'on a accueillies dans nos locaux. On a une trentaine de mamans à l'alphabétisation. On donne des cours également d'informatique pour les enfants. Vous savez, pardon, je vais vous couper tout de suite. Première leçon à retenir, c'est que quand vous êtes un véritable entrepreneur, j'ai beau vous poser des questions à droite, vous avez envie de parler à gauche et vous y allez à fond. Et vous parlez de vos projets. Il a quitté le Marathon des Sables il y a 2 ans, mais il est en train de vous parler des autres projets qui sont la coopérative et tout. Mais vous venez de dire une phrase qui m'interpelle. Nous, dans le monde de l'entreprise, vous me confirmez ou vous me dites que j'ai tort, on dit que le bonheur est dans la performance. Lui, il est en train de nous dire que le bonheur est dans le partage. Il y a quelque chose qui m'échappe. Ben oui, parce qu'il faut se poser une question à un moment donné. On veut être heureux ou on veut être malheureux? Il n'y a que 2 routes. Hein. Donc si on choisit la route pour être heureux, on fait des choses qui vont nous rendre heureux parce qu'on rend heureux les autres. On est dans le partage. Et si les gens savaient tout ce qu'on peut recevoir comme émotion, comme amour quand on fait quelque chose pour les autres, tous mes amis marocains me disent mais le Dieu va te le rendre 1000 fois davantage. Mais c'est magnifique, je trouve, parce que c'est tellement un élan du cœur. Et puis j'ai un jeune, par exemple, qui a passé 12 ans au centre. Aujourd'hui, il a 18 ans, parce qu'on accueille des enfants de 3 ans à 14 ans. Il a fait un témoignage qui est bouleversant, qui vous dit, moi, toutes ces années que j'ai passées au centre, ça a changé ma vie. Ça m'a donné de la résilience, l'envie de me battre, la performance, la compétition, le respect des autres compétiteurs, un règlement à suivre. Ça nous donne une direction dans la vie. Et ça, quel plus beau cadeau on peut recevoir que ça? Non, il n'y en a pas d'autre. C'est offert. Je vous ai dit qu'il me faisait peur parce qu'il vient de prendre la direction d'un club de foot. Et vous savez qu'être président d'un club de foot au Maroc, c'est comme jouer avec... Comment on appelle ce jeu quand on met une balle dans un revolver et qu'on joue? Hein? Voilà. Disons en anglais en plus, ça fait une mort plus sexy. Ça veut la roulette russe. Ben, lui, il vient de prendre la direction d'un club qui a 100 ans, centenaire, un club mythique qui s'appelle l'OCK. Et quand j'entends Patrick dire 37 ans, 37 éditions du Marathon des Sables, est-ce que ceci sonne dans votre tête de manager au niveau d'un grand groupe marocain et du nouveau manager de l'OCK? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous pensez que la résilience est encore possible de nos jours? Merci Si Hamid, merci à tout le monde, merci à Future of Work de m'avoir accueilli aujourd'hui. Peut-être avant de t'attaquer votre question Si Hamid, il est important de rappeler que si aujourd'hui je suis sur cette mission qui est aussi importante et exciting, qui est la présidence d'un club de football, c'est grâce à mon appartenance à un groupe qui s'est intéressé depuis une dizaine d'années à ces thématiques de Future of Work, qui s'appelle OCP, et c'est un groupe qui encourage tout collaborateur, porteur d'une idée, d'une initiative,
qui a un objectif, un sens et de l'impact durable, de pouvoir je dirais, la concrétiser, la réaliser. Donc après une carrière en talent management, en RH, en learning, en coaching, en assessment et tout, je me suis dit un jour, et en étant aussi un grand passionné de sport, je vois naître au Maroc une nouvelle industrie du sport qu'aujourd'hui focaliser davantage sur les infrastructures, sur la compétition, sur le développement des talents sportifs, des athlètes, etc. Mais je vois qu'il y a un maillon qui est très important dans la chaîne de valeur sportive, qu'on a tendance à oublier, qui est négligé dans cette nouvelle, je veux dire, industrie. C'est ce que j'appelle le talent of the pitch. Ça veut dire tous les talents invisibles qui servent à mener, je dirais, cette industrie sportive. Je pense notamment aux managers sportifs, aux juristes, aux marketeurs, aux analystes, aux journalistes sportifs, etc., qu'on a tendance à oublier. Et ce sont des compétences et ce sont des métiers à part égale et qu'on a tendance à oublier. Et donc, du coup, je ne vois pas le développement d'une industrie créateur d'emplois, de richesses, de valeurs, sans avoir de talent off the pitch. Et donc, du coup, j'ai eu l'idée de proposer la création dans l'UM6P qui appartient à OCP, UM6P Sports, la création de l'UM6P Sports Institute qui se voulait être le partenaire académique et scientifique de ce mouvement sportif national. Donc c'est comme ça comment un peu la transition au monde du sport. Et puis le hasard aussi fait que malgré que je conseille les talents je dirais, à prévoir, à planifier leur carrière, moi-même je vois ma carrière qui prend une direction qui est totalement pas planifiée. Il y a quelques mois, il y a un club qui était en crise et ce club, il appartient à l'écosystème OCP. C'est un club qui est aussi mon club de cœur parce que j'ai grandi dans cette ville. Et j'ai eu l'idée, j'ai eu aussi la chance d'être élu et proposé avec cette triple casquette de management dans le sport, adhérent au sein du club et aussi appartenant à l'écosystème OCP, d'intervenir en tant que président du club. Donc voilà un peu J'ai envie de dire que modestement, je voulais apporter ou plutôt transposer les apprentissages du monde corporate au monde du sport parce que je voulais contribuer à sa professionnalisation, mais à ma grande surprise, peut-être la première leçon à retenir, c'est que le monde du sport, c'est un véritable laboratoire du Future of Work. Et on a plein d'idées, on a plein d'apprentissages qu'on peut apprendre du monde du sport. Justement, quand on voit un jeune venir avec son costume cravate, appliquer les modèles de management de l'entreprise au monde du sport, est-ce que le monde du sport n'a pas des choses à apprendre au monde de l'entreprise ? Effectivement, alors on a tendance du monde corporate, quand on est dans les RH, à voir le sport comme étant de la motivation, comme étant du parallélisme avec le leadership, une source d'inspiration, un outil de team building. Alors que j'ai réalisé que dans le sport, et dans le sport au niveau particulièrement, qu'on est en train de vivre des problématiques qu'aujourd'hui le monde corporate est en train de vivre. Par exemple, si on dit que le monde il est rapide, dans le monde du sport, on vit ça au quotidien. L'instabilité, une seule blessure peut changer le sort d'une équipe. Un changement d'entraîneur, il peut tout foirer pendant, je dirais, pour une saison sportive. Une pression du public incontrôlée. Et donc, du coup, le monde instable. Je parle par exemple on parle notamment aujourd'hui dans le monde organisationnel de l'ambidextrie, ça veut dire les corporates qui veulent commencer à encourager leur organisation et leur talent à devenir ambidextre. Ça veut dire, le matin, je réfléchis à l'innovation, à la créativité, à la diversification, à comment exister pour les prochaines années. Et l'après-midi, je dois garder un peu le souci d'opérationnel. Et ça, c'est compliqué à avoir. Mais dans le monde du sport, pour un dirigeant sportif, par exemple, c'est le quotidien. Le matin, on cherche le sponsor, on cherche à construire le grand stade, à trouver les financements, à digitaliser, à améliorer mon image. Et l'après-midi, il faut gérer une blessure d'un joueur, il faut gagner le match, il faut payer des factures. Bon, bref, et je m'en sors. Il y a aussi la notion de talent seul ne fait pas gagner une organisation. Et ça, on l'a compris dans le monde corporate et dans le monde du sport. Le talent seul, même le cumul de talents, en regardant par exemple l'exemple de PSG, il y avait Messi, Mbappé, Neymar, ils n'ont réalisé aucune coupe. Et quand les trois ont parti, c'est que là où le PSG commence à réaliser, parce qu'ils ont compris que ce n'est pas le talent seul, ce n'est pas le cumul de talents, mais la synergie qu'on crée et la culture qu'on crée intertalent. Il y a aussi la dimension de performance durable, parce que dans le monde du sport, on peut accepter qu'un talent passe par des passages à vide, par des blessures, par de la récup, par de moments, je dirais, faibles. Mais dans le monde corporate, on ne comprend pas ça. On veut que le talent et nos talents performent tout le temps.
et ça ramène de la pression, etc. Et donc, du coup, dans le monde du sport, c'est la performance durable. Et donc, du coup, on peut accepter des hauts et des bas. Et ça, le monde corporate peut apprendre de le parcours. Donc, quelque part, malgré votre approche très cartésienne, il y a de la place pour le cœur. Voilà, c'est justement pour Patrick que j'avais une question. Vous avez commencé avec 15 coureurs. 23 exactement. 23, en vous avez fini avec 1986. 1500 et quelques. Oui, et on était 1329 sur le départ, mais on était à 1200 en moyenne. Hein. Mais quand vous avez commencé, il y avait une stratégie, une vision, un planning, des PowerPoint ou... Non, rien. C'était, on fait un truc, on le fait, on en avait rêvé. J'ai marché 350 km dans le désert pendant 12 jours. Je ne savais même pas que c'était pour partager cette expérience. Ça s'est décidé qu'après. Et une fois qu'on a fait une édition, on pensait à la suivante. Jamais on s'est projeté 10 ans plus tard, dire qu'est-ce que ça va devenir. Effectivement, c'est devenu une marque mondiale, un événement voilà, qui était reconnu. Donc je suis fier de m'en être occupé, de l'avoir créé. Et c'est magnifique. Et j'en reviens de laisser une empreinte sur ce qu'on fait. Aux gens du Sud, c'est pour ça que ça s'appelle Enfants des Sables, c'est les enfants du désert. J'ai oublié de dire qu'on a quand même des mamans à l'alphabétisation, et il y en a 26 qui ont eu un diplôme reconnu par l'éducation nationale marocaine. Donc ça légitime le travail des enseignants, parce qu'on a 7 salariés, déclarés, bien sûr. Donc il faut un peu de sous chaque année, mais voilà. Vous vous rendez compte de l'histoire, de la success story que vous êtes en train de raconter, comme ça, en disant, nous, on a commencé tout seul. Vous avez édité un livre, je crois, pour le 15e, c'est ça? Tout à fait, oui. Oui, qui a été préfacé par quelqu'un Sa que nous Majesté. connaissons tous. Ah, pardon? Par Sa Majesté. Ah, d'accord. Et vous trouvez ça normal? Ben non, mais ça Alors, s'est fait comme ça, en fait. C'est extraordinaire. J'en ai parlé à son conseiller. Est-ce je vais en parler à Sa qu'aujourd'hui, Majesté. vous arrivez à transmettre ce goût, non pas de l'aventure, mais de l'envie d'entreprendre et de faire des choses sans savoir exactement prédire ce qui sera dans 3 ans, dans 4 ans? Il faut savoir qu'un entrepreneur, il va prendre des risques. C'est obligatoire. Si on ne prend pas de risques, on ne fait rien. Donc on est obligé d'assumer ce qu'on va mettre en œuvre et les conséquences potentielles, en tout cas. D'où, anticipons le pire, le meilleur ne nous surprendra jamais. On ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà, on essaie de tout prévoir, mais il y a tellement d'incertitudes, puis surtout dans des environnements hostiles, avec les vents de sable, les tempêtes, la pluie, la boue. On a tout eu pendant ces 37 années. Il y a eu des années hyper cool, et des années, mais c'était vraiment presque catastrophique. Les bivouacs sous l'eau, inondés, les bus bloqués par des oueds, les concurrents 3 jours à l'hôtel, sans savoir ce qui allait se passer pendant qu'on cherchait des solutions. Bivouac en Marguerite, travaux avec des tracts pour faire passer les véhicules, etc. Mais c'est la complexité de tout chef d'entreprise ou manager ou leader qui est confronté à tous ces problèmes financiers, logistiques, médias, sponsoring et j'en passe. C'est une tâche qui est énorme. Et en fait, quand on met le nez dedans, on est obligé d'y aller à fond, quoi. Mais moi, je comprends très bien, parce que c'est votre rêve. Mais comment vous avez réussi à impliquer durablement des ressources humaines avec vous dans cette affaire? En fait, j'ai des gens qui m'ont suivi, qui m'ont fait super confiance, quoi, au départ. Au départ, oui, il y a des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont fait un prêt. J'ai mis 5 ans à rembourser pour pouvoir lancer le premier marathon des sables. Donc, mais on assume. Après, il y a la guerre du Golfe. Poum, on se reprend une banane. On a encore 5 ans de remboursement. Donc, il y a des moments où ça s'est devenu lourd quand même. Et je crois que ce qui a été salvateur, c'est Son Altesse Royale, Prince héritier à l'époque, qui nous a proposé de parrainer notre événement. Et ça a été un bonus incroyable. Ça nous a donné une force de dire, mais tout ce qu'on a fait, au moins, ça va continuer. Voilà. Mais ça, c'était incroyable. Franchement, c'est un cadeau inespéré, tout comme la préface du livre. Jamais on n'aurait imaginé tout ça, quoi. C'est une reconnaissance de ce travail, en fait. Exactement. Maintenant, quand on dirige une organisation sportive, c'est offert. Et quand on réalise que ça demande bien plus que des ressources, que des moyens financiers, ça demande autre chose. J'imagine que le plus dur pour vous, aujourd'hui, ce n'est pas seulement de gérer des tableaux Excel, mais d'aller dans un café. Alors, oui et non. Oui, heureusement, malheureusement, mais aujourd'hui, je vis à Casablanca et donc du coup, je me déplace trop à Khribga, donc je peux prendre mais dans un café à tranquillement Khribga, comment ça se passe? Je ne prends pas de café à Khribga et justement, c'est des choses qui étaient vachement recommandées par des dirigeants parce qu'il ne faut pas commencer à s'interférer. Sinon, la subjectivité, elle prend toute sa place et l'émotionnel commence à prendre sa position, etc. Je pense que c'est un avantage d'être un peu loin de l'écosystème qui est très mode voltige. Je connaissais un peu le foot et la particularité du football au sein de cette ville, parce qu'on respire que le foot, on peut toucher le Khribga
sur plusieurs aspects, mais pas au club. Donc cette pression-là, voilà, on essaie de la prendre avec un peu d'objectivité, etc. J'ai envie de revenir à la notion du cœur, parce que le hasard fait que, sans le vouloir et sans le planifier, d'être à la tête du club qui m'a fait vibrer pendant mon enfance, qui m'a fait pleurer quand on perdait des finales de Coupe du Trône, etc. Et je pense que malgré, je dirais, la difficulté de cette mission, la sensibilité, la pression, la distance aussi, parce que c'est 300 km par jour qu'il faut faire et qu'il faut consommer, je pense que c'est le cœur qui fait aujourd'hui enfin, le driver un peu de cette mission, c'est un peu le cœur et la passion et je dirais l'amour que j'ai pour cette mission. Et ça, c'est très important, parce que quand je l'expliquais, quand j'étais talent manager à l'époque, peut-être que j'expliquais un peu théoriquement, mais c'est là que je le comprends d'une manière, je dirais, très palpable et concrète. C'est que quand on met le cœur dans sa mission, je pense que les choses deviennent un peu plus faciles et beaucoup plus, je dirais, intéressantes à savourer et à goûter. Vous me compliquez un peu les choses, parce que moi j'avais d'un côté le cœur et de l'autre le management, mais finalement on se retrouve pour les deux, le cœur y est pour beaucoup. C'est ça, Patrick? Bien sûr, on a parlé beaucoup de management et on est confronté dans notre secteur d'activité au même problème de management de n'importe quelle entreprise. La chose qui est importante, comme le disaient certains invités tout à l'heure que j'ai entendu, il faut être dans l'empathie, dans l'écoute, dans la bienveillance, dans le respect des missions qu'on a données à nos salariés, savoir les mettre en avant, les respecter. Mais ça, ça nous donne une force à l'entreprise. D'ailleurs, je me suis souvent fâché, entre guillemets, avec mon assistante, qui, à 5 h du matin, m'envoyait des mails parce qu'elle travaillait encore. Je lui dis, mais c'est pas possible. Elle dit, ouais, si, je veux terminer, c'est tellement important. Comme quoi, quand on est une équipe soudée et où on respecte chaque individu, c'est pas le management qui met des coups de bâton. Non, non, justement, c'est important, ça. Le cœur, la tolérance, le respect. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand ma société a été reprise il y a 2 ans, tous mes salariés, on n'était pas beaucoup, il y a 7 salariés, tout le monde a démissionné dans les 7 mois, dans les 6 mois qu'on suivit. Leur motivation dans la boîte, c'était pas le salaire alors? Ça veut dire, non, c'était pas le salaire, puisqu'ils étaient bien payés. C'est parce que l'autre manager, quand il faisait un Teams avec eux, il laissait la parole à personne, aucun respect de l'expérience professionnelle qu'ils avaient acquis au sein de l'entreprise dans leur domaine respectif, soit la logistique, la publicité ou peu importe. Monsieur, je sais tout. Donc les gens, ils en ont eu ras-le-bol, ils disent, c'est pas possible, on est rien, on est considéré comme rien. Ils ont tous démissionné. Pour vous dire, l'impact que peut avoir le cœur, la bienveillance, l'empathie vis-à-vis de ses salariés, fait que ça dure, on a envie de se battre et d'y arriver. Je comprends très bien. Une dernière question. Est-ce qu'il est toujours possible aujourd'hui de lancer une aventure humaine comme celle du Marathon des Sables en 2026? Je dirais que tout ce qui se fait aujourd'hui, il y a quelques exceptions, mais très peu, ça s'est industrialisé. L'esprit du trail nature, du respect de l'environnement, tout ça, c'est un peu galvaudé. Hein. Moi, je suis le premier à avoir amené, par exemple, un four incinérateur à autocombustion de 3,5 tonnes pour brûler les déchets de la caravane, pour qu'il reste absolument rien dans le désert. On n'a pas commencé comme ça quand on est au zéro moyen. On enterrait, on brûlait, on faisait de notre mieux. Et bien ça a disparu, par exemple. On ne fait plus ça. Si on n'est pas, ça doit être une obligation pour chaque organisateur de respecter des lieux aussi beaux, aussi grandioses, qui nous font rêver, qu'on fait partager. Et puis l'esprit de la caravane qui voyageait, qui chaque jour faisait découvrir des sites. Aujourd'hui, c'est des marguerites. C'est plus facile, il y a moins de logistique, ça coûte moins cher. Donc voilà, ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire. Ce que j'ai tout à l'heure, je vous invite à aller manger, je disais à Toufik que je fais un bon couscous chez moi. Je vais être fier parce qu'il y a des couleurs, des saveurs, des odeurs, des épices, des bons légumes, de la bonne viande. Ça va être mon bonheur de faire partager un bon repas. Par contre, quand on supprime 30% des ingrédients pour faire des économies, on va servir un plat insipide. Très bien. Si tu veux faire la même réaction par rapport au fait de pouvoir lancer un grand projet sportif en 2026, un projet d'ampleur. Moi, j'ai beaucoup plus tendance à dire qu'il faut véritablement qu'on considère le sport et l'écosystème sportif comme une source d'apprentissage pour le Future of Work, comme un laboratoire de Future of Work. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que, d'un point de vue corporate, qu'on ait cette peut-être prise de conscience, / modestie et humilité, de dire qu'on a beaucoup de choses à apprendre du sport, que ce soit du sport de haut niveau ou même du sport peut-être pas de haut niveau, à travers des immersions croisées, à travers des programmes académiques hybrides, à travers des
je dirais, moi j'encourage les recruteurs aujourd'hui à considérer des talents sportifs dans le recrutement, pas seulement le sport, l'art, etc., ce qu'on appelle les profils atypiques, parce que ces gens-là, ils vont ramener des nouvelles compétences qu'on a tendance à ne pas avoir dans un monde corporate qui est un peu, on peut dire, biaisé je dirais, par sa culture, etc. Et donc, il est temps aujourd'hui d'aller apprendre du monde du sport et le considérer d'une manière très, très sérieuse. Oui. Voilà, que ce soit par la formation, par la recherche appliquée, par beaucoup. Une question vraiment de curiosité. J'ai envie d'apprendre aujourd'hui. Je connais la place des entreprises dans le sport, des sponsors dans le sport, des marques dans le sport. Mais je me pose, est-ce qu'on a évolué quant à la place du sport dans l'entreprise? Alors, aujourd'hui, cette relation entreprise-sport, elle est encore, je dirais, à construire au niveau national, parce qu'à un certain moment, ça faisait un peu partie de mes missions, cette prise de conscience qu'aujourd'hui, que les entreprises doivent commencer à regarder le sport, on l'a dit tout à l'heure, pas seulement comme une source d'inspiration ou de loisirs, mais aussi comme des opportunités d'investissement, par exemple. Et aujourd'hui, cette prise de conscience, elle commence à avoir. Le football en étant driver, on a vu deux beaux modèles aujourd'hui d'investissement sportif qui sont un peu le modèle Raja et le modèle Mas. Certainement, d'autres modèles vont intervenir. Et je pense que si le monde d'entreprise ne participe pas dans cette dynamique, je pense qu'on va rater beaucoup de choses et beaucoup d'opportunités, que ce soit d'investissement, de création de valeur, et dans le sens inverse. Aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir de la place dans le monde du sport, dans le daily, pas seulement, encore une fois, comme source de motivation, de loisirs, mais comme étant un levier d'apprentissage et de développement. Voilà. Patrick, vous sentez qu'il y a de plus en plus d'ouverture des entreprises pour laisser de la place pour le sport, pour les sportifs, pour les projets sportifs? Tout dépend du PDG. Parce que si le PDG a du golf, il va sponsoriser du golf, même s'il y a un projet qui est hyper intéressant. Mais c'est souvent comme ça. Enfin, je sais pas. On est bien d'accord. Donc, il faut qu'il y ait vraiment le coup de cœur du patron. Moi, ça m'intéresse qu'une entreprise. Pendant 3 ans, ils m'ont suivi avec une équipe. Ensuite, des équipes de X. Ensuite, il me dit, qu'est-ce qu'on fait, Patrick? Je dis, maintenant, il faut que vous soyez sur le dossard, quoi. C'était la logique. C'est une boîte qui faisait des logiciels pour l'armée, pour les gouvernements. Une très, très belle société. Et ce qui est important, c'est qu'on continue d'avoir des rêves à n'importe quel âge de notre vie et qu'on ne meure pas avec nos rêves, mais même si on a des échecs, qui nous donnent des beaux enseignements. J'ai encore un petit rêve pour mon association pour les enfants, parce que pour la petite anecdote et pour parler du football, mon ami Luis Enrique a couru le marathon des Sables, je lui ai remis la médaille, il m'a pleuré dans les bras. Donc je vais aller voir un match au PSG, c'est un de mes amis qui est le chef de la sécurité, je voudrais qu'il vienne à Ouarzazate avec Hakimi, quoi. Ce serait extraordinaire pour les enfants du centre et puis pour nos amis journalistes. Je vais m'inviter. Je vais m'inviter parce que moi, le sport, ils le savent. J'ai quand même été là-dedans. Mais vous n'avez pas... Je voudrais que la dernière question, c'est si on a un enseignement. Pour nous, le sport peut être un modèle pour le Future of Work, notamment pour le continent africain. Et j'aimerais que ce soit votre dernière... vraiment, si le sport devait être un modèle pour le Future of Work, comment il pourrait l'être, et notamment pour le Maroc ou d'autres pays africains. Donc on aimerait faire cette... et ensuite... Sachant que c'est la dernière question, sachant que, comme beaucoup de choses en Afrique, quand on va voir les talents, on est fiers d'exporter des talents, mais on les exporte en vrac en Europe. On ne les exporte pas en tant que talent abouti. On exporte du muscle, on exporte du talent Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons tous ensemble construire un projet pour ce bel événement autour du sport pour permettre à l'Afrique de mieux se valoriser avant de s'exporter? Oui, parce que les athlètes, c'est que des athlètes de haut niveau qui viennent courir des marathons. Les gens sont payés à la prime. C'est pour ça que je dis que tout ça, c'est un peu galvaudé, ça c'est un peu industrialisé, et c'est pas prêt de changer, parce que l'appât des gains, les Kenyans et tout ça, en tout cas dans l'athlétisme, ça va pas changer. Par contre, à notre petit niveau, nous, de notre centre, pour les enfants, les gamins, à travers les enseignements sportifs, ça commence, c'est 3 ans à 5 ans, c'est de l'éveil corporel, on va dire, et après, c'est vraiment essayer de révéler des talents. On est au Maroc, mais un projet comme celui-là, ce centre d'éveil sportif à Ouarzazate, c'est un projet pilote au Maroc. Il n'y en a qu'un, c'est dans la province de Ouarzazate. Et il y a d'autres régions, des gouverneurs qui m'ont demandé de pouvoir dupliquer les choses. On a un business model,
Donnez-moi un terrain si vous voulez, mais enfin, ça ne suffit pas. Il faut, je veux dire, combien ça coûte tous les mois, les salariés, qu'est-ce qu'on dépense pour les enfants, pour les voyages, parce qu'on les fait participer à des compétitions. On organise des compétitions, on essaie de révéler des talents, et on en a trouvé une jeune fille qui a fait 3e en championnat national, et puis d'autres enfants qu'on repère. J'espère que ça va être des futurs Hansal ou des futurs athlètes de haut Je ne niveau. sais pas pour vous, mais il a tellement bien présenté son projet que j'ai envie presque de lui dire venez présenter dans mon entreprise, comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble. Et il a parlé de Ouarzazate, je crois qu'il a tout chronométré avant de venir, hein, c'est ça le problème avec les marathoniens. Donc il a dit 75 fois Ouarzazate. J'invite M. Komat à venir me rejoindre pour 2 raisons. D'abord parce qu'on parle sport et on ne peut pas parler sport sans parler régionalisation, région, territoire. Vous savez, on n'a pas encore inventé la couveuse des talons à Rabat et Casablanca. Les talons, regardez le football, regardez l'athlétisme, pour avoir des talents, il faut aller les chercher dans les différentes régions du Maroc. Et c'est notre chance. Patrick parle de Ouarzazate. Et j'ai vraiment envie de demander à M. Komat, comme passerelle pour son intervention, qui va parler plus des territoires, de la dynamique des territoires et de l'organisation des entreprises, comment est-ce qu'on peut utiliser le sport comme mobilisateur des dynamiques et des talents des régions. Comment est-ce qu'on peut, cette régionalisation avancée dont on parle depuis que j'étais petit à la télévision, moi j'aimerais bien qu'elle devienne une réalité. Mais pour cela, je pense que le sport, c'est quelque chose qui me donne envie d'aller à Dakar, d'aller en Guinée, d'aller en Afrique centrale, le talent, la détection des talents, ça vous donne l'énergie d'y aller. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, M. Komat, que les territoires et le sport, il y a quelque chose à construire ensemble? Merci tout d'abord pour cette question très, très intéressante. Effectivement, bon, le sport, il est au cœur de tout aujourd'hui, hein, de l'activité économique, de développement social, il est fédérateur, c'est un cadre de convergence, c'est une image de marque également. Parfois on connaît certains patelins, entre guillemets, parce qu'ils sont justement efficaces et efficients en matière de sport. Hein. Des villes en France, même au Maroc, on a des petites villes qui rayonnent à travers le sport. Et donc, bien sûr, il y a un lien, je dirais, très fort. Surtout, on connaît aujourd'hui l'ampleur et l'importance du sport, en fait, comme locomotive, notamment économique. Et bien sûr, on gagnerait à développer le sport comme un vecteur de développement des territoires. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un élan, bon, notamment grâce à la Coupe d'Afrique et à la Coupe du Monde. On a des villes qui sont super équipées. Peut-être qu'il faut aller vers plus de justice territoriale en matière de sport comme en matière d'emploi. Et peut-être c'est le cœur de ce que je vais dire après, c'est cette justice territoriale tout azimut. Et le sport en fait partie, bien évidemment. Donc vous pensez que le sport peut devenir un véritable moteur pour une meilleure justice ou une plus grande justice territoriale? Ah oui, je suis tout à fait d'accord, parce que le sport, en fait, il y a un lien très fort tout d'abord entre le sport et les jeunes. Oui. Donc ça, c'est très important. Il y a une fierté auprès des jeunes lorsqu'ils ont une belle équipe de foot ou n'importe quel autre sport. Et donc, bien sûr, c'est un stimulateur, c'est, je dirais, un fédérateur et un porteur d'espoir. Et bon, ça a été dit, en fait, tout à l'heure, vous avez évoqué le lien entre le sport et l'entreprise, mais le sport et la société. Lorsqu'on évoque le sport qui porte de l'espoir, qui porte de l'enthousiasme, qui porte du dynamisme, c'est dont nous avons besoin, justement, pour que nos jeunes aient un élan de confiance en l'avenir et à propulser, justement, leurs croyances en ce qu'ils pourraient faire pour accompagner cette dynamique économique et sociale. Bien sûr, le sport est très, très important. Oui, mais j'en ai pas fini avec vous. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui qu'un certain nombre de territoires dans notre beau pays, dans notre beau continent, sont dans une espèce de salle d'attente? Ils attendent quelque chose et il n'y a pas de force de proposition. Est-ce qu'aujourd'hui, les territoires, à votre avis, doivent continuer à attendre des stratégies qui viennent d'en haut ou doivent eux-mêmes se positionner pour une plus grande dynamique en faveur de leur jeunesse d'abord? Alors, en fait, c'est une question de fond. La relation entre les territoires et l'emploi est une relation fondamentale. Peut-être c'est une relation qui a été sous-considérée parce qu'on a tendance, notamment dans des rencontres scientifiques, universités et autres, à évoquer les perspectives de l'emploi, pour parler un peu de l'impact de l'IA sur l'emploi, pour les nouveaux métiers, etc. Mais rarement on a consacré, je dirais, des thématiques de réflexion sur l'emploi et les territoires.
alors que c'est au cœur, en fait, d'un projet de développement global et intégré d'un pays, c'est l'équilibre territorial. Et le constat est fait. Aujourd'hui, nous sommes, bon, vous avez évoqué en fait la chose, est-ce que nous sommes dans une situation statique ou est-ce que les régions sont une rigidité ou est-ce qu'il n'y aurait pas une dynamique justement pour propulser une dynamique territoriale qui est le cœur du développement d'un pays. Bon, effectivement, vous avez évoqué la régionalisation avancée. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a une dynamique régionalisation avancée. D'ailleurs, bon, ces derniers temps, c'est un peu l'objet que je veux peut-être un peu développer, c'est que nous sommes entrés il y a quelques semaines dans une dynamique que nous appelons la PDTI. C'est le programme de développement territorial intégré dans un conseil des ministres présidé par Sa Majesté le 9 avril qui a donné l'élan à cette nouvelle dynamique territoriale qui devrait dorénavant être le cœur de développement dans notre pays. Donc, dorénavant, le développement ne devrait pas être... Bon, il y a un processus, ce n'est pas une coupure totale, initié, réfléchi par le central pour descendre vers le bas, mais initié par le bas, réfléchi par le bas pour être centralisé au niveau de l'administration centrale. Donc, il y a aujourd'hui une réorganisation qui devrait être effective à travers les lois qui est en train d'être étudiée avec 3, je dirais, composantes fondamentales. La première, c'est en matière de compétences, de distribution de compétences entre le central et le régional. On a historiquement ce qu'on appelle les compétences partagées et les compétences propres. Ça veut dire que les régions ont leurs compétences et le central a ses compétences. Aujourd'hui, il y a une redistribution dans le sens de responsabiliser davantage les régions. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, ce sont les mécanismes de mise en œuvre de cette régionalisation avancée. C'est là où le travail reste à faire. Voilà, ça c'est la gouvernance. C'est la gouvernance. On est en fait en train de transformer ce que nous appelons les AREP, qui sont les agences régionales de l'exécution des projets, et qui sont l'outil d'exécution des projets initiés au niveau des conseils régionaux, mais qui ont, je dirais, un certain nombre de difficultés notamment en termes d'autonomie, de prise de décision. Et là, j'évoque la notion d'emploi et de compétences. Ils ont des limites à recruter les compétences requises pour gérer les énormes budgets qui devraient être gérés par les régions. Vous savez que la région Casablanca-Stade, c'est un budget de 47 milliards de dirhams qu'il faut gérer. Et pour les gérer, il faut des compétences en finance, en gestion de projet, des architectes, des ingénieurs, beaucoup de compétences qui ont du mal à les recruter parce qu'il y a des limites, même en termes, je dirais, de motivation et de statut à donner. Là, en fait, l'idée, c'est de transformer les AREP en sociétés anonymes qui auront plus d'autonomie, plus de latitude. Et le troisième volet, je m'arrête là parce que certainement vous allez réinitier le débat, c'est le volet financier. Le volet financier, parce que bon, c'est le nerf de la guerre. Et là également, il y a en fait aujourd'hui une révision des budgets alloués par l'État aux régions qui passe de 10 milliards à 12 milliards et donner plus d'autonomie aux régions pour aller contracter des fonds, mais également pour initier des fonds propres à travers un peu de la fiscalité locale, etc. Donc il y a une dynamique régionale pour dire qu'il y a une émulation, il y a une compétition, parce que c'est le mot d'ordre du Maroc. C'est la réduction des déséquilibres territoriaux, des déséquilibres sociaux, et cela passe notamment par l'emploi. Et donc Future of Work, ce n'est pas seulement les métiers d'avenir, c'est où on va les mettre en place pour justement aller vers plus d'équilibre territorial et social. Je vous remercie infiniment parce que là, c'était un éclairage assez générique. Vous vous rendez compte, moi qui viens de la PME et des porteurs de projets, je suis entrepreneur depuis toujours, nous avons toujours eu des talents, mais pas d'argent. Et vous êtes en train de parler des régions qui ont des budgets, mais pas de talent pour le gérer. Ceci étant dit, j'aimerais bien revenir à un point qui est pour moi crucial, c'est que très souvent, je me rends compte que pour faire avancer certains domaines et certaines régions, il faut un partenariat public-privé. C'est un mot qui a été à la mode pendant très longtemps, mais il y a d'un côté de la méfiance et de l'autre de l'attentisme. Comment, à votre avis, éclairez-nous par une idée ou deux, comme tout à l'heure, pour dire comment est-ce qu'on peut demain développer encore plus, avec plus de force, un partenariat entre le public et le privé, l'un qui va donner des budgets et des moyens, l'autre qui va donner de l'opérationnalité et de la performance de concrétisation pour faire avancer cette justice territoriale dont on a besoin. Alors effectivement, c'est une voie salutaire parce que les modes classiques
en fait, de financement et de management aujourd'hui sont dépassés. Que ce soit en fait un mode exclusivement public, étatique, il a des limites en termes d'approche de management, d'efficacité, de retour sur investissement. Vous savez que lorsqu'on mesure le retour sur investissement en matière d'investissement public, on est au Maroc à peu près à 50% des standards internationaux. Donc il y a un problème de gouvernance. Le privé également ne peut pas en fait s'occuper des affaires qui sont à connotation publique. Lorsqu'on parle en fait de la propriété, de l'énergie, des décharges, etc., ce sont des questions, je dirais, communautaires qui ne sont pas du ressort du privé. Et donc finalement, le modèle qui aujourd'hui prend de l'ampleur, c'est ce partenariat public-privé. Alors, que faudrait-il pour le réussir? Tout d'abord, il faut dire qu'il est en voie d'être implémenté. À Casablanca, par exemple, si je donne l'exemple de la décharge, qui est une problématique, je dirais, qui date de plusieurs décennies à Casablanca, elle est en train d'être traitée avec des milliards de dirhams qui sont le fruit d'un partenariat public-privé. Donc il y a une question environnementale, mais également un impact économique. On est en train de transformer les déchets en énergie. Et donc tout cela, c'est en fait une juxtaposition entre le public et le privé, pour dire qu'il y a des exemples concrets. Maintenant, que faudrait-il? Tout d'abord, bien sûr, il faut que le public régional ait en fait une stature de management pour justement donner confiance au privé. Parce que le privé, il est à vocation, bien qu'il soit parfois à vocation peut-être sociale ou nationaliste, mais il est à vocation de rentabilité, de retour sur investissement. Donc il faut présenter le projet de manière à ce qu'il soit viable, à ce qu'il soit rentable, et cela n'est pas donné à n'importe qui. C'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure, étant donné les enjeux financiers, les enjeux de développement régional, il faut de véritables compétences. Des compétences en matière d'initiation des stratégies à travers des élus qui devraient être en mesure de porter des projets de développement régional, à travers le management, le conseil des régions qui doit être en mesure de monter et de gérer des projets, et bien évidemment de négocier, pas seulement avec le privé pour le partenariat public-privé, mais avec des organisations financières internationales. À Casablanca, il y a quelques semaines, on a contracté un prêt de 1 milliard de dirhams pour accompagner des projets de développement. Et là, on négocie avec des organisations financières internationales. Pour le faire, il faut de véritables compétences en ingénierie financière. Et donc, pour dire qu'il y a une dynamique, mais il faudrait les compétences. Il faudrait les compétences à tous les niveaux, au niveau de la conception des projets, de la réalisation des projets et de l'évaluation des projets. D'ailleurs, ce PDTI, il met beaucoup l'accent sur une certaine flexibilité, mais qui est accompagnée par de l'évaluation, parce que, bien évidemment, il faut responsabiliser, mais il faut contrôler et évaluer avec des modes modernes d'évaluation et de suivi des projets. Dernière question, je vous promets. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans la perception du public pour arriver, par exemple, à des solutions pour la décharge de Casablanca qui dure depuis des décennies, on en parle, etc. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que vous appelez de vos voeux demain pour un changement dans le sens du partenariat public-privé? Vous savez, nous sommes entourés par des gens qui sont du monde privé aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour qu'il y ait un peu plus d'efficacité dans les joint ventures public-privé? Alors, tout d'abord, il faut qu'il y ait de l'intermédiation. Il faut qu'il y ait des structures pour remonter les doléances et les avis en fait, de la population aux décideurs. Et d'ailleurs, c'est un des volets qui a été initié dans le cadre de cette reconfiguration du plan de développement territorial, c'est la remontée de l'information du bas vers le haut. Et là, bien évidemment, il faut qu'il y ait des associations, que la société civile également joue un rôle très important pour justement initier, pour communiquer, pour sensibiliser à la responsabilité du citoyen. Moi, je crois que s'il y a un mot d'ordre, c'est que le citoyen soit responsable du sort de sa ville, de son territoire, qu'il soit partie prenante, qu'il soit porteur d'idées et qu'il soit en fait responsable sur un plan civilité également. C'est très important. Se désintéressent. Nous sommes dans une dynamique. Vous savez, moi, je suis toujours optimiste pour dire qu'un changement de mindset, de mentalité, c'est question de longue haleine. Le plus important pour nous, c'est que nous sommes dans une dynamique positive. Il ne faut pas s'attendre à ce que le citoyen va changer du jour au lendemain. L'essentiel, c'est d'être dans un processus évolutif, dans une tendance positive. Moi, je crois que, en fait, j'ai peut-être l'occasion un peu d'observer, d'analyser un peu les grandes tendances socio-économiques dans notre pays. Il y a des indicateurs très positifs qui nous laissent croire que
l'avenir ne serait que meilleur. Je vous remercie. Vous Merci. pensez que l'avenir sera meilleur pour la Fondation pour les enfants de Ouarzazate Ah, bien sûr. et même Tout pour azimut. l'OCK. Ah, bien sûr, c'est L'OCK, un dans, club. dans 2 week-ends, ils sauront s'ils passent Ah, oui. en National 2 ou pas. C'est certainement. Avec un président jeune, plein de bonne volonté, ça ne saurait que se réaliser, Inch'Allah. Je vous remercie, cher assistant. Je vous remercie beaucoup parce que ça a été un débat très intéressant. Je remercie Secomat, Setofer, Patrick Bauer et j'espère qu'on se reverra un jour pour un autre débat. Et on reste en mouvement.